Bonjour Arnaud, ravi de te revoir sur Fréquence Populaire. Est-ce que tu vas bien depuis la dernière fois? Bah, très bien, très bien. Merci de me réinviter. Ça fait toujours plaisir de te parler. Eh bien, nous sommes heureux de te recevoir dans le cadre de nos analyses géopolitiques et en donnant la parole au reste du monde qui est très largement ignoré en Occident, spécifiquement en Europe et spécifiquement en France, qui est très 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 eurocentré dans sa vision du monde et dans ses analyses. Donc pour cette vidéo récurrente d'études, d'analyse géopolitique et de connaissance de la Chine dans ses évolutions, dans sa culture, dans sa technologie, nous avons le plaisir de recevoir pour une deuxième fois Arnaud Bertrand, un entrepreneur euh, positionné, qui vit en Asie, qui a longtemps vécu en Chine, qui va très très souvent en Chine, qui connaît extrêmement bien et dont le compte X euh, est une source d'inspiration, de connaissances pour énormément de gens dans le monde. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez aller le voir. Et d'ailleurs, il y a eu ce mois-ci une très très intéressante vidéo que tu as fait, Arnaud, avec Varoufakis, l'ancien ministre grec de l'économie au moment de la crise de 2015. Nous vivons en ce moment un retournement géopolitique majeur. Il semble que la nouvelle administration américaine, l'administration Trump, ait embrassé une logique multilatérale, multipolaire dans les relations internationales et qu'elle abandonne petit à petit la vision néoconservatrice de l'hégémonie américaine. Évidemment, cela crée un chambardement international colossal. Dans le même temps, et depuis quelques années, les BRICS se développent. On avait couvert le sommet des BRICS à Kazan, où il y avait une très forte avancée. Et maintenant, les États-Unis semblent laisser de côté l'Ukraine et tenter de renouer des relations avec la Russie. Des relations diplomatiques formelles ont été remises en place. On sait que l'administration Trump est proche des idées de Henry Kissinger et s'inquiète considérablement de la relation entre la Russie et la Chine, de la forte alliance qu'ils ont tissée depuis longtemps, mais spécifiquement depuis 2014 et qui s'est accrue depuis cette guerre en Ukraine. Mais par contre, ce qu'on ne nous dit pas du tout ici, en France, et en général en Europe, c'est qu'est-ce qu'il se passe de l'autre côté de la planète, dans ces tout petits pays que sont la Chine et l'Inde, par exemple. Euh, Comment voit-il ces évolutions? Et si je pouvais commencer avec cela, Arnaud, comment est-ce qu'on perçoit en Chine cette, cette, ce renversement qui est en cours à Washington? Alors, c'est toujours difficile de répondre à la question que pense la Chine en général, mais on sait ce que pensent certains chercheurs chinois qui publient sur ces questions. Donc, par exemple, récemment, il y a un chercheur très intéressant qui s'appelle Koji Mao, qui est aussi un semi-officiel du gouvernement chinois puisqu'il il travaille pour la National Development and Reform Commission, je sais pas comment on dirait en français, la commission du développement et de la réforme nationale. En gros, c'est le plan chinois. C'est C'est, ce que j'allais dire, c'est, on dirait une sorte de ouais, planification d'État. Ouais. absolument, absolument. Et qui est très puissante en Chine. En fait, c'est cette commission qui gère tout le développement un peu économique macro de la Chine, la direction, par exemple, quand ils font leur plan à 5 ans, c'est cette commission qui est derrière beaucoup des idées dans ces plans. Euh, donc il travaille pour eux. Il a étudié à Tsinghua, qui est euh, l'université la plus élitiste de Chine. Et en ce moment, il est posté à Harvard. Donc je crois qu'il a plutôt une bonne compréhension et de la Chine et des États-Unis, puisqu'il est sur place juste en ce moment. Et donc il a publié un article où il faisait des comparaisons très intéressantes. Donc pour lui, Trump, c'est un peu un personnage à la Khrouchtchev. J'ai pas vu beaucoup de gens qui faisaient cette comparaison, que j'ai trouvé intéressante parce que
la raison pour laquelle il comparait Trump à Khrouchtchev, c'est parce que quand Khrouchtchev est devenu le leader de l'Union soviétique, il a exposé beaucoup, enfin il a beaucoup critiqué Staline euh, afin de consolider en gros sa position politique pour se montrer comme quelqu'un qui changeait les choses en fait par rapport à Staline. Mais ça a énormément, ça a fait beaucoup de dommages à l'Union soviétique, puisque en résultat, il y a beaucoup d'alliés à l'époque de l'Union soviétique, comme la Chine, qui ont vu Khrouchtchev comme une espèce de révisionniste, en gros. Et c'est en fait l'avènement de Khrouchtchev qui avait conduit, par exemple, au split sino-soviétique, ce que Jim Mao rappelle dans son texte. Et il y a un peu de ça avec Trump, où il critique évidemment énormément tous les présidents qui sont allés avant lui. Et c'est d'ailleurs en fait pour ça qu'il a été élu, parce que les Américains sentent qu'il faut un changement dramatique, parce que le pays est sur la mauvaise voie. C'est pour ça qu'ils ont élu Trump pour changer dramatiquement les choses. Mais en même temps, ces changements, du point de vue de la Chine, et je crois du point de vue du monde entier, de l'Europe, tout ça, ça fait beaucoup de dommages à l'image des États-Unis. Donc c'est cette comparaison qu'il faisait. Il faisait aussi Donc, la comparaison. Ouais. pour reprendre la comparaison qui a été faite à l'époque de Khrouchtchev entre le split entre l'URSS et la Chine, j'imagine qu'il compare un peu avec le split qu'il y a actuellement entre Ouais. une alliance très forte entre les États-Unis et l'Europe, où la nouvelle attitude américaine ne convient pas aux leaders européens qui, eux, sont restés sur l'ancien logiciel. Voilà, exactement. Ouais. C'est d'ailleurs assez frappant, puisqu'on on peut on pourrait regarder à l'époque la rhétorique de la Chine par rapport à la direction de Khrouchtchev et comparer ça à la rhétorique aujourd'hui des leaders européens. Et à mon avis, ce serait pas si différent que ça, quoi. Par la réaction que les gens ont eue, par exemple, au speech de J.D. Vance à Munich, tout ça, c'est les gens se rendent compte qu'il y a des différences idéologiques fondamentales qui font qu'on peut plus continuer sur la même alliance, quoi, en gros. Donc ouais, tout à fait. Et une autre comparaison que Jim Mao fait, c'est l'approche pour la réforme interne aux États-Unis que Trump a. Il compare ça un peu à la révolution culturelle en Chine, dans le sens où c'est un petit groupe de political outsiders, comme il dit, donc de gens en dehors de la politique, donc par exemple comme Elon Musk, qui, avec l'accord du leader, Trump, a eu accès au cœur du gouvernement et du pouvoir, et exploite beaucoup de dissatisfaction sociale pour rallier un grand nombre de gens ordinaires pour changer le système existant. Donc c'était un peu ça la révolution culturelle, où c'était Mao qui en gros était en guerre contre le deep state, l'état profond chinois à l'époque, et il a rallié les gardes rouges, donc c'était les gens ordinaires, et puis quelques gens qui étaient très proches de lui, pour aller en guerre contre les élites existantes en Chine, quoi, et les envoyer à travailler dans les campagnes et tout. Voilà, c'était ça la révolution culturelle. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça avec Trump, où il se base sur sa popularité auprès du peuple. Il se base sur des gens externes au gouvernement. Pour attaquer le système existant, les élites existantes, et tout changer. Mais peut-être comme la révolution culturelle, ce que Jim Mao rappelle,
c'est moins pour faire des vraies réformes, parce que la révolution culturelle n'a pas vraiment fait de vraies réformes en fait, mais plus euh, pour la révolution, en gros. C'est donner se donner une forme de légitimité révolutionnaire plutôt que vraiment changer les choses. Et ce qui a créé pendant la révolution culturelle une forme de cycle qui se renforçait lui-même de révolutionnaire et de ferveur et tout, ce qui au final a fait beaucoup de dommages à la Chine à l'époque et pourrait faire beaucoup de dommages aux États-Unis aujourd'hui. Donc voilà, je trouvais que ces deux comparaisons, vues de la Chine, étaient assez intéressantes. C'est effectivement vraiment très intéressant. Donc on pourrait, pour résumer la position de Keiji Mao, dire que d'une certaine manière, la Chine regarde avec attention, mais plutôt en se disant que c'est une bonne chose pour elle, ce qui se passe à Washington. Oui, ouais, ouais. Enfin, je dis, je pense qu'ils s'attendent aussi à ce qui est. Pour l'instant, Trump n'a pas fait grand-chose contre la Chine. Mais ils s'attendent à ce que ça vienne. Donc, par exemple, il va y avoir un meeting, je crois, en avril, qui est planifié entre Trump et Xi. Je crois que Trump, à terme, souhaite un deal avec la Chine. Trump, c'est son truc. Il cherche toujours à faire des deals qui changent tout. Ça a toujours été the art of the deal. Donc, il veut faire un deal avec la Chine qui en gros rabatte un peu les cartes, quoi. Personne ne sait très bien ce qu'il veut exactement. S'il veut peut-être retourner à une espèce de monde avec des sphères d'influence, ça c'est une théorie, ou est-ce qu'en fait il veut à terme restaurer l'hégémonie américaine? Il y a d'autres théories là, comme ça, on sait pas très bien. Mais Mais en tout d'ailleurs, cas, hmm. d'ailleurs, en parlant de ce différents positionnements des États-Unis, il est intéressant de. Tu citais tout à l'heure J.D. Vance, le vice-président de, de Donald Trump, qui a eu ce discours fondamental, en tout cas en termes de rupture à Munich, et qui récemment a tenu un discours sur la mondialisation. D'ailleurs, c'est un vice-président qui s'exprime beaucoup. Il prend beaucoup d'espace comparé aux autres vice-présidents des précédents présidents américains. Et donc, dans ce discours sur la mondialisation, il dit, et c'est une caractéristique trumpiste, il dit tout haut ce que tout le monde savait et ne disait pas. En gros, il dit, eh bien, écoutez, la mondialisation, la globalisation telle qu'elle était construite visait à maintenir une hégémonie occidentale et spécifiquement américaine, en faisant en sorte que les gens là-bas, les Chinois, les Indiens, les Africains produisent des trucs en plastique et d'électronique simple, mais nous, occidentaux, nous devions conserver l'hégémonie. Et Vance dit, ce modèle, en fait, a échoué, en gros. On peut le voir dans cette vidéo. Parce que notre classe dirigeante avait deux idées en matière de mondialisation. Et la première est de supposer que nous pouvons séparer la fabrication des choses de leur conception. L'idée de la mondialisation était que les pays riches progresseraient plus haut dans la chaîne de valeur, tandis que les pays pauvres simplifiaient les choses. Vous ouvririez un boîtier iPhone et il dirait conçu à Cupertino, en Californie. Maintenant, cela implique, bien entendu, qu'il serait fabriqué à Shenzhen ou ailleurs. Et oui, certaines personnes pourraient perdre leur emploi dans le secteur manufacturier, mais elles pourraient apprendre à concevoir, ou pour utiliser une expression très populaire, apprendre à coder. Mais je pense que nous nous sommes trompés. Il s'avère que les régions où l'on fabrique sont très douées pour ce qui est de la conception des objets. Comme vous le savez tous, il y a des effets de réseau. Des entreprises qui conçoivent des produits travaillent avec des entreprises qui les fabriquent. Ils partagent la propriété intellectuelle, les meilleures pratiques, et ils partagent même parfois des employés critiques.
Nous partons du principe que les autres pays nous suivront toujours dans la chaîne de valeur, mais il s'avère qu'à mesure qu'ils se sont améliorés au bas de la chaîne de valeur, ils ont également commencé à rattraper leur retard sur le haut de la chaîne de valeur. Nous avons été pressés des deux côtés. C'était la première idée de la mondialisation. Je pense que la seconde est cette main-d'œuvre bon marché. Et fondamentalement une béquille, et c'est une béquille qui freine l'innovation. Je pourrais même dire que c'est un médicament auquel trop d'entreprises américaines sont devenues dépendantes. Maintenant, si vous pouvez fabriquer un produit à moindre coût, il est bien trop facile de le faire plutôt que d'innover. Que ce soit en délocalisant nos usines vers des économies à bas salaire ou en important de la main-d'œuvre bon marché via notre système migratoire, la main-d'œuvre bon marché est devenue comme une drogue pour les économies occidentales. Et je dirais que si l'on regarde presque tous les pays, du Canada au Royaume-Uni, qui ont massivement importé cette main-d'œuvre à bas coût, on voit une stagnation de la productivité. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Pour moi, le lien est très direct. L'un des débats que vous entendez à propos du salaire minimum, par exemple, est que les augmentations du salaire minimum obligent les entreprises à automatiser leurs opérations. Donc, un salaire plus élevé chez McDonald's, ça veut dire plus de bornes automatiques. Peu importe ce que vous pensez du salaire minimum, je ne vais pas entrer dans ce débat ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que les entreprises innovent quand la main-d'œuvre bon marché manque, c'est une bonne chose. Je pense que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas obsédés par l'idée de trouver toujours plus de main-d'œuvre à bas prix. Ce qui vous intéresse, c'est d'innover, de créer, de construire du neuf. Cette vieille idée selon laquelle la technologie permet de faire plus avec moins, c'est exactement ce que vous essayez tous de faire chaque jour. Je demanderai donc à mes amis, qu'ils soient optimistes en matière de technologie ou populistes, de ne pas considérer l'échec de la logique de la mondialisation comme un échec de l'innovation. En effet, je dirais que la soif de main-d'œuvre bon marché que suscite la mondialisation est un problème précisément parce qu'elle la nuit à l'innovation. Nos travailleurs, nos populistes et nos innovateurs réunis ici aujourd'hui ont le même ennemi. Et je pense que la solution réside dans l'innovation américaine. Et peut-être que, Arnaud, cela explique la politique américaine récente envers la Chine et les restrictions technologiques et le désir de bloquer la Chine, qu'ils voient maintenant comme un adversaire à leur mesure. Ah oui, bah, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que dit Vance. En gros, il dit le plan de la de la mondialisation, c'était de faire en sorte que les Chinois construisent ad vitam aeternam les choses simples, les simpler things dans le texte, comme il dit. Mais le problème, c'est que on n'avait pas prévu que en leur faisant faire ces choses plus simples, ils allaient apprendre à faire aussi à monter en gamme et au final à nous concurrencer. Et donc notre plan n'a pas marché. Et et c'est pour ça que maintenant il faut complètement changer la façon dont on fait les choses, puisque voilà, la mondialisation nous fait entrer en concurrence directe avec la Chine. Donc voilà, ça explique par exemple toutes les actions sur les semi-conducteurs, le fait qu'ils le bloquent aux Chinois. C'est justement pour empêcher les Chinois d'entrer en concurrence avec les Américains sur beaucoup de produits, puisque les semi-conducteurs sont utilisés de partout, notamment avec l'intelligence artificielle et tout. Donc voilà, il y a eu un moment où les Américains se sont rendus compte que leur approche avait fondamentalement échoué de continuer à avoir leur plan, c'était de continuer à avoir des inégalités en fait, avec eux en haut de la chaîne et puis tout le reste eux et l'Europe en haut de la chaîne et puis tout le reste du monde qui travaille pour eux. Ça n'a pas marché, donc il faut avoir une nouvelle stratégie pour empêcher des pays comme la Chine de continuer à monter en gamme comme ils le font, quoi. D'où presque toute leur politique par rapport à la Chine. Et quand ils parlent de menaces chinoises, ça c'est un mot qui revient tout le temps dans la bouche des politiciens américains, de China threat. C'est ça en fait, la menace chinoise. C'est une menace de concurrence directe, c'est une menace que la Chine devienne en fait à égalité avec eux, qui est un level playing field, en gros qui jouent à armes égales. Ils veulent garder leur supériorité et
ils veulent pas que les Chinois se développent, quoi, tout simplement. Et quand on entend ce genre de discours de J.D. Vance, ce qui ne fait que confirmer une tendance qu'on s'attendait à voir de la nouvelle administration Trump, est-ce que cela augure d'une guerre commerciale et une guerre technologique, une pression des États-Unis, et comment la Chine s'y prépare? La guerre commerciale et la guerre technologique, elle est là depuis un petit temps déjà, puisque on le voit de partout. On le voit avec les semi-conducteurs, comme je viens de dire, avec Huawei. Ils avaient même kidnappé la fille du fondateur de Huawei à l'époque au Canada. Ils ont interdit toutes les voitures électriques chinoises aux États-Unis. Ils cherchent à imposer aussi à leurs alliés ou au reste du monde à imposer l'interdiction de Huawei, par exemple. Et, en Europe, ils ont poussé énormément là-dessus pour faire en sorte que l'Europe n'achète pas des produits Huawei ou applique les sanctions américaines pour les semi-conducteurs, par exemple, puisque un des gros fournisseurs de semi-conducteurs, enfin une des compagnies clés dans la chaîne des semi-conducteurs, c'est cette boîte hollandaise, par exemple, ASML, et ils ont fait énormément de pression pour eux pour qu'ils ne vendent plus leurs produits, ou en tout cas ne vendent que leurs produits, ne vendent pas leurs produits les plus avancés à la Chine. Donc voilà, ça date pas de Trump, ça date depuis déjà plusieurs années. En fait, ce que J.D. Vance dit, c'est juste, il dit tout haut ce qui s'applique déjà depuis des années, quoi. C'était la même chose dans l'administration Biden, c'était la même chose dans la première administration Trump, et tout ça a commencé vraiment sous Obama, en fait. Alors par contre, il semble de l'observateur lointain et assez incompétent sur la Chine que je suis, que du côté chinois, les réactions sont plus fermes. Je pense spécifiquement aux déclarations du ministre Wang Yi, qui a critiqué l'efficacité des guerres commerciales précédentes, et puis surtout ce message assez rare pour un porte-parole chinois, et dont tu as fait état dans tes remarquables posts sur Twitter, sur X, pardon, que la Chine est prête à combattre jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a quand même, c'est une levée en qualité du côté chinois. Oui, alors pour être clair, c'est pas Wang Yi qui a dit ça, c'était le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères chinois, qui a dit en gros, on peut pas intimider la Chine, le bullying ne marche pas avec nous. Et ça, c'était la phrase clé. Si c'est la guerre que les États-Unis veulent, que ce soit une guerre douanière, une guerre commerciale ou tout type de guerre, on est prêt à se battre jusqu'à la fin. Donc oui, effectivement, c'est des mots forts. Mais ça revient à autre chose de ce que Jimao avait dit dans son texte. Il recommandait l'approche qu'il recommandait à tous les pays, en fait, pour gérer Trump. Il disait que la meilleure stratégie pour répondre à Trump, c'était démontrer qu'on a la capacité et la volonté de lui résister, en fait. Parce que dès qu'on montre de la faiblesse ou qu'on montre une certaine forme d'anxiété devant lui, c'est pas le genre de personne Trump qui va être très empathique par rapport à ça. Au contraire, ça va lui montrer qu'il a raison et qu'il peut continuer son agression. Donc juste se rendre ou lui donner raison, ça invite juste à plus d'humiliation. C'est que par montrer une attitude très ferme qu'on peut négocier avec lui. Et que Jimero rajoute que
de ce point de vue-là, l'attitude européenne ou du Canada, du Danemark, tout ça, ou de l'Ukraine, lui ont donné raison, puisque ils ont tous eu une attitude assez faible par rapport à Trump, et puis voilà, ça pousse juste Trump à continuer et à les humilier, quoi. Alors, on constate également une escalade rhétorique du côté américain. Il y a eu le discours de J.D. Vance, on en a parlé, mais il y a également le secrétaire américain à la Défense, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, qui lui a carrément déclaré qu'il était prêt à la guerre. Passons à la vitesse supérieure. À la fin du discours d'hier soir, cela a été publié par l'ambassade de Chine. Je cite, si les États-Unis veulent la guerre, qu'il s'agisse d'une guerre tarifaire, d'une guerre commerciale ou de tout autre type de guerre, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout. En tant que secrétaire à la Défense, comment considérez-vous cela? Eh bien, nous sommes prêts. Ceux qui aspirent à la paix doivent se préparer à la guerre. C'est pour ça que nous reconstruisons notre armée. C'est pour ça que nous réaffirmons la dissuasion et l'esprit guerrier, parce que nous vivons dans un monde dangereux, face à des puissances montantes, aux idéologies très différentes des nôtres. Vous avez mentionné les dépenses militaires, ils augmentent les leurs à un rythme rapide, ils investissent dans des technologies de pointe, ils veulent remplacer les États-Unis. Si l'on veut dissuader une guerre avec la Chine ou d'autres puissances, il faut être fort. Et ce président, lui, a bien compris que la paix passe par la force. Il entretient aussi une très bonne relation avec ce monsieur juste là, Xi Jinping. Donc là où nous pouvons être partenaires, là où nous pouvons coopérer pour montrer que nous ne voulons pas la guerre avec la Chine, que ce n'est pas ce que nous cherchons, alors nous le ferons. Le président a œuvré pour une paix historique et de grandes opportunités, mais en tant que secrétaire à la Défense, mon rôle, c'est de garantir notre préparation. Il nous faut le budget militaire et les capacités, les armes et la posture dans l'Indo-Pacifique sur lesquelles nous nous concentrons beaucoup. Avec la Chine. Donc là, il ne parlait pas de guerre commerciale. Lui, le ministre de la Défense parle de guerre dure. Est-ce qu'on est là vraiment dans la rhétorique trumpienne de montrer les muscles enfin, la question est, est-ce qu'en Chine, on craint un dérapage jusqu'à la guerre? Non, je pense pas. Je pense pas. Et d'ailleurs, je pense pas que les États-Unis soient prêts à la guerre contre la Chine. Loin de là même. J'ai récemment lu une statistique absolument incroyable sur les capacités navales chinoises, où il y a une entreprise chinoise de construction navale qui a construit plus de navires en un an que tous les États-Unis, toute entreprise confondue, depuis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une entreprise chinoise, ouais, donc voilà, ça montre un peu la... Les Américains ont beaucoup de mal avec les Houthis qui bombardent maintenant depuis, avec l'Arabie Saoudite depuis 11 ans. Ouais. Franchement, quand on voit la puissance des Houthis... Ouais, voilà, ouais. Et on compare ça à la Chine qui ont une capacité industrielle. Et s'il y a une leçon de la guerre en Ukraine, c'est que ça compte. Puisque au final, c'est la raison pour laquelle la Russie est en train de gagner la guerre. C'est grâce à sa capacité industrielle qui est supérieure à celle notamment des États-Unis et de l'OTAN, quoi, tout simplement. Et la capacité industrielle de la Chine par rapport à la Russie, on est dans des facteurs de, je sais pas, au minimum 10 fois, 20 fois supérieurs, quoi. Donc, je pense que c'est juste le secrétaire à la défense américain, évidemment, il va pas dire publiquement non, on va se faire démonter, mais je pense pas que les stratèges américains se disent qu'ils sont prêts à la guerre contre la Chine. Pour revenir à la guerre commerciale, quelles sont les stratégies concrètes économiques des Chinois face aux tariffs, aux taxes douanières imposées ou que veut imposer d'autres qu'il veut imposer Donald Trump? Quels sont comment est-ce qu'ils résistent?
Alors, déjà, ils font de la rétaliation assez systématique. En gros, dès que les États-Unis mettent un certain tarif, ils mettent les mêmes. Donc, par exemple, ils ont mis des tarifs récemment sur le bœuf américain. Euh, et typiquement, ils ont une approche assez granulaire où ils essayent de cibler les électeurs de Trump. On avait vu ça par le passé. Donc, typiquement, agriculteurs du Midwest, ils votent typiquement pas démocrates. Voilà quoi. Donc ça, c'est un des trucs qu'ils font. Et ils essaient aussi de faire en sorte que les tarifs américains font principalement mal aux entreprises américaines. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est un tarif? Comment ils font ça? Bah, qu'est-ce que c'est un tarif? C'est une taxe interne où c'est les entreprises américaines elles-mêmes qui doivent payer pour importer certains produits de Chine en l'occurrence ou d'Europe quand il y a des tarifs sur l'Europe. Mais ce que ces entreprises font souvent, c'est elles disent à leurs fournisseurs, donc en Chine ou en Europe, vu qu'on doit maintenant payer des tarifs, vous nous baissez les prix du même montant des tarifs, quoi. Donc, comme ça, c'est vous qui souffrez du tarif. Et on a vu que la Chine fait énormément de pression pour que ce soit pas le cas, notamment avec Walmart, qui a une grosse présence en Chine et qui a énormément de fournisseurs, évidemment en Chine. Donc la Chine a beaucoup de levier avec Walmart, puisqu'ils peuvent affecter et leur business en Chine, et si du jour au lendemain la Chine dit non, vous fournissez plus rien à Walmart, les magasins Walmart, qui est la plus grosse chaîne de supermarchés aux États-Unis, c'est énorme Walmart, les magasins Walmart seraient en grande partie vides. Donc ils utilisent ce levier pour dire à Walmart non, les tarifs, c'est vous qui les payez, c'est pas les fournisseurs chinois. Voilà, c'est un mix, c'est un mix de choses. Et c'est toujours l'approche des Chinois quand il y a des mesures hostiles des Américains, toujours essayer de prouver que toutes les mesures hostiles, au final, feront plus mal aux Américains qu'à la Chine. Donc, n'importe quand, donc, par exemple pour les semi-conducteurs, ou prenons des mesures d'il y a plus longtemps, comme ça on peut voir les effets sur le long terme. Au début des années 2010, je crois que c'était en 2012 ou 2013, les États-Unis avaient mis des sanctions ou des tarifs justement sur les panneaux solaires chinois pour sauver l'industrie des panneaux solaires américaine. Et à l'époque, je crois que les Américains étaient toujours autour de 20-30% de part de marché. Et si on regarde aujourd'hui, les Américains, les boîtes solaires américaines sont à 0,5% de part de marché. Donc ça a complètement... et quand on regarde l'historique, c'était à cause des mesures chinoises de rétorsion par rapport aux tarifs que les Américains ont mis sur eux, quoi. Donc ça a complètement, ça leur est revenu à la figure, justement parce qu'ils avaient mis des tarifs sur les fournisseurs chinois. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis, parce que ça fait écho à ce que dit Jeffrey Sachs, qui connaît très très bien la Chine et qui va régulièrement y faire des enseignements et des interventions. D'ailleurs, il le compare un peu à la guerre en disant en ce moment, les États-Unis réagissent avec la Chine comme ils réagissent militairement avec la Russie. C'est-à-dire que ce genre de taxes, ça fonctionne sur des pays petits, pas très puissants, à qui on peut imposer ce qu'on veut, comme il avait fait à une époque contre le coton malien dans les années 90. Et Jeffrey Sachs dit ce que tu dis, c'est-à-dire que l'effet retour de bâton est violent pour l'économie américaine quand on s'attaque à une puissance telle que la Chine. La Chine qui produit 40%, presque 40% des produits manufacturés du monde,
et qui a des réserves financières colossales, bien évidemment, ça ne se règle pas en un coup de cuillère à peau et dans une déclaration de taxes douanières. Alors néanmoins, on a vu qu'il y a eu cette affaire du Panama, la vente des ports de Hutchinson Holding à BlackRock. Qu'est-ce que ça dit selon toi de cet affrontement sino-américain? Donc alors, pour rappeler un peu le contexte de cette histoire, Trump disait que la Chine avait pris possession du canal de Panama parce que donc le canal lui-même en fait est possédé par le Panama, par le pays. Donc déjà c'était faux, mais des deux côtés du canal, à l'entrée et à la sortie, il y a des ports et les deux ports principaux, à l'entrée et la sortie, étaient possédés par une boîte hongkongaise qui s'appelle Hutchinson Holdings, qui est elle-même possédée par un tycoon hongkongais qui était fut un temps l'homme le plus riche d'Asie. Et après la pression de l'administration Trump, il a décidé de vendre tous ses ports, sauf les ports qu'il possède en Chine. Et je crois que le nombre de ports qu'il vend, c'est de l'ordre de 42, si ma mémoire est bonne. Il vend tout ça à BlackRock. Et comme on sait, je ne sais pas si les gens le savent, mais BlackRock, c'est en tout cas Larry Fink, le patron de BlackRock, est assez proche de Trump. Donc voilà, ça reviendrait, tous ces ports reviendraient clairement dans le giron américain. Je crois que cette transaction n'est pas finalisée, mais elle a généré beaucoup de mécontentement de la part de Pékin, qui apparemment n'était pas au courant, ce qui prouve que, en fait, la connexion entre la Chine et Hutchinson Holdings était très mince, puisque il les a même pas mis au courant, et il a même pas mis au courant le gouvernement chinois avant de décider de faire cette vente. Et donc voilà, l'administration hongkongaise qui maintenant est très alignée sur Beijing, a publié plusieurs articles extrêmement critiques de Hutchinson Holding, parlant de tout ça comme une traîtrise à la patrie. Donc voilà, on peut s'attendre à ce qui est des actions de la part de la Chine contre cette entreprise. Et peut-être, je ne sais pas s'ils en ont les moyens, qu'ils essayent de faire capoter le deal. Parce que c'est pas tant parce qu'ils veulent avoir une assise géopolitique avec ces ports, c'est plus que l'administration Trump a dit très clairement que eux voulaient utiliser les ports pour, en gros, réduire le développement de la Chine. Donc, je crois que Trump a même parlé d'une taxe de $1 million sur chaque navire chinois qui allait débarquer dans des ports américains. Donc, c'est le genre d'idée qu'il a en tête. Et évidemment, ça fait pas très plaisir à la Chine que ce soit une de ses propres entreprises, enfin basée à Hong Kong, qui facilite ce genre d'action, quoi. Donc c'est une histoire qui est toujours en train de se développer. On va voir à quoi ça aboutit. Mais ouais, c'est intéressant en tout cas de ce que ça dit et du narratif américain qui disait que c'est la Chine qui contrôle ses ports alors que c'était de fait pas vraiment le cas, et que c'est de fait le cas que lui, il veut que l'administration Trump veut contrôler les ports de la façon dont il accusait les Chinois, quoi. Très intéressant. On va maintenant rentrer dans le dur du sujet géopolitique par deux aspects. Alors le premier,
c'est ce que l'on appelle le cauchemar de Kissinger, l'alliance russo-chinoise. Pourquoi cauchemar? Eh bien parce que ce sont deux très grandes puissances avec des capacités industrielles, scientifiques, militaires colossales, en ressources également du côté de la Russie, mais aussi de la Chine pour les terres rares et un certain nombre d'autres ressources. Et donc une sorte d'alliance imbattable, capable de dominer le monde. Alors, cauchemar de Kissinger, on en a parlé ici sur Fréquence Populaire. Kissinger, quand il était conseiller à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État du président Nixon, ça remonte dans les années 70, avait fait le rapprochement avec la Chine, puis ça avait été la visite de Nixon en Chine pour casser un peu l'alliance sino-soviétique à l'époque. Et depuis toujours, les réalistes américains, je pense à George Kennan, à Kissinger, bien sûr John Mearsheimer, Jeffrey Sachs, ont toujours dit ça serait aller trop loin contre la Russie, en particulier en Ukraine, va la mettre dans les bras de la Chine, ce qui serait pour nous une catastrophe. On en est arrivé là clairement, on se rappelle ce moment assez saisissant qui a été fait exprès, on peut l'imaginer Arnaud, entre Xi et Poutine dans l'embrasure d'une porte à Moscou, disant ce que nous faisons va changer le monde pour les siècles à venir. C'est quand même assez marquant comme phrase. En ce moment même, un changement est en cours, un changement qu'on n'avait pas vu depuis 100 ans. Avançons ensemble. Je suis entièrement d'accord. Prenez soin de vous, je vous en prie, mon cher ami. Il semblerait que la nouvelle administration veuille, par tous ses moyens, négocier avec la Russie, agir sur l'Ukraine, s'attaquer à la Chine, essayer de rompre cette alliance. Alors, est-ce qu'on est devant un Kissinger inversé, comme tu en parlais? Est-ce que les Américains peuvent réussir de rompre, en tout cas de mettre un coin, de mettre un peu de distance entre la Russie et la Chine? Alors, je pense qu'effectivement, cette phase dans l'embrasure d'une porte n'avait pas été filmée à l'insu des dirigeants. C'était voulu que ce soit entendu par les médias. Mais la phrase avait été mal traduite. C'était Xi qui la disait en chinois. Donc effectivement, ça a été traduit dans les médias pour dire quelque chose du style c'est nous qui changeons le monde. Mais en fait, ce que Xi a dit, c'est le monde change et on s'adapte ensemble. Ce qui est quand même un peu différent dans ce que ça veut dire, quoi. Mais effectivement, c'est un fait que les Chinois et les Russes sont plus proches qu'ils n'ont jamais été, en fait, dans toute leur histoire. Et c'est vrai que c'est le cauchemar des stratégistes américains, non seulement Kissinger, mais aussi Brzezinski. Il avait écrit dans le Grand Échiquier, il me semble, il avait écrit le pire scénario qu'on puisse imaginer, c'est une alliance entre la Russie et la Chine et peut-être l'Iran. Donc voilà. Well done. On pourrait dire well done, parce que c'est exactement le cas maintenant. Bravo. Ouais, félicitations. Quoique l'Iran, je suis pas 100% sûr qu'ils sont vraiment avec les Chinois et les Russes. Et d'ailleurs, apparemment, dans les discussions en Arabie Saoudite entre les Russes et les États-Unis, les Russes sont tombés d'accord sur certaines choses par rapport à l'Iran avec les Américains. Le texte n'était pas clair, le contenu de leur meeting n'était pas clair, mais c'est clair qu'ils ont parlé de l'Iran et qu'ils ont parlé d'avoir l'aide russe par rapport à l'Iran, notamment pour que l'Iran n'obtienne pas de bombes nucléaires. Mais par rapport à la Chine, c'est clair que les aspirations américaines de faire un reverse Kissinger, comme on dit, donc d'effectuer
un split Russie-Chine, ça, il y a absolument aucune chance pour que ça se passe. Parce que du point de vue et de la Chine et de la Russie, ça fait absolument aucun sens. Déjà, en fait, ils sont en train de gagner, plus ou moins, parce que le grand espoir de la Chine et de la Russie, ça a toujours été l'avènement d'un monde multipolaire. C'est ça qu'ils veulent depuis des années, se faire reconnaître en tant que puissance dans un monde multipolaire où voilà, ils sont chacun un des pôles, en fait. Ça semble effectivement entériné par Donald Trump. Il l'a dit lui-même, le monde est multipolaire. Exactement. Donc, pourquoi est-ce que la Russie voudrait aider les États-Unis pour revenir dans un monde hégémonique américain contre la Chine? Voilà, ça fait juste aucun sens. Et la Chine a aussi beaucoup plus à apporter à la Russie que ce que les États-Unis ne pourraient jamais lui apporter, parce qu'en fait, quand on regarde ces deux économies qui sont quand même très complémentaires, donc, comme on sait tous, la Russie exporte énormément d'énergie, par exemple, et de ressources premières, et la Chine importe énormément d'énergie et de ressources premières. Tandis que les États-Unis, au jour d'aujourd'hui, sont le premier producteur mondial de pétrole. Ils sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, donc ils ont aucune nécessité d'en importer de la part de la Russie, par exemple. Et comme au niveau industriel, au niveau manufacture, les États-Unis ne produisent plus grand-chose eux-mêmes, ils ont moins besoin, certainement beaucoup moins besoin d'apporter des matières premières que la Chine. Donc, voilà, si on regarde les faits bruts, les États-Unis ont quand même, d'un point de vue économique, moins à apporter à la Russie que la Chine. Donc, si on regarde à tous les niveaux, il y a pas beaucoup d'intérêt, ni de la part de la Russie, ni de la part de la Chine, et encore moins de la part de la Chine d'avoir un split. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par Sergei Lavrov, qui a dit sur Twitter officiellement, on n'a jamais eu des aussi bonnes relations, parce qu'il y avait cette rumeur que les États-Unis essayaient de faire ça. Il a dit on n'a jamais eu d'aussi bonnes relations avec la Chine. Elles sont construites pour le long terme, et les Américains savent qu'on ne trahira jamais nos promesses à la Chine. Voilà. Donc c'est clair. Ça arrivera pas. Certains disent que les États-Unis pourraient jouer une carte intelligente s'ils arrivent à domestiquer les Européens. C'est que la Russie est culturellement plus proche de l'Europe que de la Chine, et qu'elle est, selon certains, en position de vassalité par rapport à la Chine, car justement, comme tu l'as bien rappelé à l'instant, elle fournit à la Chine des produits bruts, des ressources brutes, qui sont transformées par la Chine. On sait que c'est une relation tendanciellement de dominant à dominé, celui qui transforme les ressources brutes. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont là un levier d'action, alors peut-être pas pour casser une alliance, ça semble assez improbable, mais mettre un peu de distance ou rapprocher un peu les États-Unis de la Russie? Vassalité, je dirais que le mot est trop fort, parce qu'il y a une position d'inégalité. C'est clair que la Chine est une beaucoup plus grosse puissance que la Russie, et de loin. Mais après, j'ai pas d'exemple en tête de moment où la Chine a donné un ordre à la Russie, ou a imposé des sanctions comme le fait les États-Unis par rapport à l'Europe. Nous sommes clairement les vassaux américains, et ce que ça veut dire clairement, c'est les États-Unis donnent des ordres et on obéit. C'est ça, être vassal. Et j'ai pas d'exemple en tête où ça a été le cas,
entre la Russie et la Chine. La Chine, clairement, aurait sûrement les leviers pour pouvoir faire ce genre de choses. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la Russie est dans une position stratégique peut-être un tout petit peu délicate à ce niveau-là. Mais la Chine n'a pas utilisé ces leviers et n'a pas émis l'intention de les utiliser. Voilà. Et puis au niveau culturel, ça dépend de ce qu'on veut dire par culturel. C'est clair que bon, les Russes sont chrétiens, leur histoire est très liée à l'Europe. Mais quand on regarde la culture moderne, il me semble que les Russes sont en fait plus proches dans leur façon de penser du Sud global, donc de la façon de penser de la Chine, du Brésil, des BRICS en général, où ils ont tous, voilà, ils veulent un monde multipolaire, débarrassé de la suprématie et de l'arrogance occidentale, donc ils se mettent plus en gros en porte-à-faux par rapport à l'Occident et leur décadence et l'approche, la façon de penser très libérale dans le sens américain du terme. Donc voilà, si on parle de culture politique moderne ou culture je sais pas, culture ouais, sociale aussi, ils sont assez conservateurs, par exemple, beaucoup plus que les Européens et tout. Je pense qu'ils sont en fait plus proches. Les Européens sont peut-être les plus éloignés des Russes, en fait, quand on regarde. Très intéressant. Alors, l'autre gros sujet géopolitique, eh bien, j'ai découvert grâce à toi récemment, justement sur tes messages, sur tes posts sur X, c'est est-ce que l'Inde est devenue un pivot stratégique? Est-ce qu'on est en train de construire un siècle asiatique? Alors, quand nous étions avec Pedro à Kazan, au sommet des BRICS, on avait noté que le sommet des BRICS de Kazan s'était ouvert avec ce qui avait surpris tout le monde, le choix fait par le Premier ministre Modi et le président chinois Xi Jinping de d'annoncer un accord sur le conflit entre les deux pays dans l'Himalaya. Et là, tu nous as parlé des récentes déclarations de Modi sur le renforcement des relations avec la Chine. Alors, quelle est la nature de ces renforcements, de ces relations, et qu'est-ce que ça dit de ce siècle asiatique qui vient selon toi? Oui, alors Modi récemment a donné une très très longue interview à un YouTuber américain. Je crois que l'interview durait 3 ou 4 heures, où il a notamment dit que les liens entre Chine ont toujours été très forts dans ce qui est vrai en fait. Si on regarde historiquement, il n'y a jamais eu de guerre. Enfin, historiquement, avant l'époque moderne, il n'y a jamais eu de guerre entre l'Inde et la Chine. Et les deux pays culturellement se sont très fort influencés. Donc, par exemple, même au jour d'aujourd'hui, un des livres les plus populaires en Chine s'appelle Journey to the West, le voyage vers l'Ouest. Je ne sais pas quel est le titre officiel en français. C'est l'histoire d'un moine avec des compagnons qui va chercher la sagesse en Inde. Et ça, c'est, je pense, de loin l'histoire, même aujourd'hui, la plus populaire en Chine. Donc ça montre bien que... On va le mettre en lien de cet entretien pour que les gens puissent découvrir, s'ils ont envie justement de découvrir ces cultures-là. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Et donc ça montre bien que dans l'esprit chinois, on va chercher la sagesse en Inde, et c'est effectivement de là d'où est venu le bouddhisme historiquement, qui évidemment est la première religion en Chine. Donc
voilà, les liens historiquement étaient toujours très forts, c'est ce que Modi dit. Et dans son interview, il a même comparé l'Inde et la Chine à une famille, où il a dit tout n'est pas toujours parfait, mais parce qu'effectivement, il y a eu récemment, en 2020, je crois, des clashs à la frontière indo-chinoise où il y a eu des morts. Mais il a dit qu'aujourd'hui, le focus devrait être de s'assurer que nos différences ne deviennent pas des conflits, quoi. Et que le but était de construire une relation de coopération stable. Donc c'est des mots forts de la part de Modi, surtout quand on a regardé les relations sino-indiennes depuis les 5 dernières années, qui ont été en fait extrêmement mauvaises, si mauvaises qu'il n'y a toujours pas d'avion entre l'Inde et la Chine. Donc les Chinois ne peuvent pas aller en Inde. L'Inde ne délivre aucun visa aux Chinois. Et la plupart des entreprises chinoises ont été virées d'Inde. Donc ça montre à quel point la relation s'était empirée. Et donc le message de Modi, en fait, c'est voilà, qu'il veut revenir au statu quo ante où la relation redevient bonne. Après, on ne sait pas que Jim Mao, dont on parlait tout à l'heure, qui est en fait un spécialiste des relations sino-indiennes, dit que c'est peut-être une façade de la part de l'Inde pour augmenter sa valeur aux yeux des États-Unis, en montrant qu'il pourrait très bien faire ça, se tourner vers la Chine. Donc c'est une forme de menace pour faire en sorte que Trump soit plus aimable vis-à-vis de l'Inde. Ça peut très bien être ça, ou ça peut être une véritable pivot de l'Inde par rapport à la Chine, où ils veulent effectivement reconstruire une bonne relation avec la Chine. Voilà, à voir. Et si c'est effectivement le cas, si la Chine et l'Inde recommencent à avoir des bonnes relations, ça va avoir un impact immense, puisque quand on regarde, c'est les deux économies qui ont la plus forte croissance au monde. Ensemble, ces deux pays ont un tiers de la population mondiale. Donc voilà, c'est quand même immense, quoi. S'ils s'entendent pour collaborer et interloquer leurs économies de plus en plus. En tout cas, si on regarde les 2 dernières années, spécifiquement la dernière année, il y a une évolution positive. Encore une fois, cette résolution du conflit de l'Himalaya et les déclarations des uns et des autres, on sait souvent que cela précède des choses plus concrètes encore en termes de commerce et de relations plus resserrées. En tout cas, dans le cadre des BRICS, ça a l'air de fonctionner. Et je crois que c'était assez intéressant à voir dans le regard des autres délégations, c'est que le fonctionnement des BRICS a permis de trouver une voie de résolution pour dans ce sorte de conflit ou de mésentente entre l'Inde et la Chine. Alors, si tu le veux bien maintenant, puisque l'idée de cette émission avec toi, c'est de faire connaître aussi la Chine et ses réalisations et ce qu'il s'y passe, tu nous as sélectionné quelques éléments tout à fait intéressants des dernières évolutions technologiques. Et moi, ce qui m'a semblé le plus ahurissant, en vrai, c'est ce dont tu avais parlé, c'est de ce marathon de robots humanoïdes. Complètement incroyable. Alors, qui illustre ce que tu avais dit dans la première émission, que contrairement à l'image qu'on peut avoir d'une Chine totalement pyramidale, avec Xi Jinping là-haut qui donne des ordres à 1,4 milliard d'esclaves, c'est très décentralisé, il y a une très forte
il y a une logique de compétition entre les entreprises, mais entre les provinces. Et donc là, on a mais raconte-nous, c'est quoi ce incroyable marathon? Je crois que c'est unique au monde, non? Ouais, alors c'est un semi-marathon, mais c'est déjà pas mal pour Que un des semi, humanoïdes. pardon. Donc donc 21 kilomètres. Et oui, Beijing, donc la ville de Beijing, je parle pas du gouvernement chinois, organise le premier semi-marathon d'humanoïdes au monde. Euh, et donc d'après ce que je sais, toutes les boîtes qui font des humanoïdes au monde sont invitées. Mais en fait, il y a que les boîtes chinoises qui ont la technologie aujourd'hui pour ça. Parce que quand on regarde les humanoïdes, bah déjà, il y a que les Américains et les Chinois qui sont dans la course, malheureusement. Donc je crois que les Pas les Américains... Japonais un peu, non? Les quoi? Les Japonais un petit peu, non, aussi? Ah oui, ouais, peut-être effectivement, ouais, ouais, peut-être. T'as raison, t'as raison. Mais je crois que les Américains sont quand même plus avancés que les Japonais. Ouais. Donc, donc il y a Elon Musk qui développe son propre humanoïde. Il y a 2, 3 autres boîtes américaines, euh, mais aucun de ces humanoïdes n'est aujourd'hui capable de courir comme un humain un marathon, un semi-marathon de 21 km. Et donc, résultat, ce qui va se passer dans ce semi-marathon, les 20 concurrents, c'est 20 boîtes chinoises. Donc déjà, ça montre qu'il y a déjà 20 boîtes chinoises qui ont développé des humanoïdes capables de courir un semi-marathon. Donc ça montre déjà le niveau d'avancement. Et ils sont très très avancés au niveau humanoïde. Et ces 20 boîtes chinoises de provinces différentes, bon, pas toutes de 20 provinces différentes, mais il y a un bon échantillon de provinces. Et c'est effectivement ce dont on parlait dans la dernière émission. En fait, la Chine a un système de concurrence très intense à l'interne entre ces provinces, entre ces villes, où s'ils veulent développer une industrie, donc mettons l'industrie des humanoïdes, chaque ville, chaque province cherche à développer ses champions et sont tous en concurrence les uns avec les autres. Et c'est cette concurrence interne qui pousse à l'innovation en fait. Et tous sont en concurrence pour le marché interne chinois. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec les voitures électriques, où à un moment il y avait même, je crois, 500 entreprises de voitures électriques chinoises en concurrence les unes avec les autres. Et puis voilà, au fur et à mesure, la concurrence joue. Il y a plein de boîtes qui font faillite, il y en a d'autres qui se font racheter, et puis voilà, les meilleurs gagnent. Donc c'est ce qu'on appelle, il y a beaucoup d'experts chinois qui appellent ça le mayor economy, parce que c'est les maires des villes, les maires locaux qui ont chacun leur stratégie pour essayer de développer leur propre champion, quoi. Et donc dans mon tweet, j'ai mis une vidéo d'un humanoïde qui est d'une boîte qui s'appelle Engine AI, qui est basée à Shenzhen, je crois, donc dans le sud-est de la Chine. Et, et, et c'est à peine croyable, puisque les mouvements sont exactement comme un humain. On le voit courir à Shenzhen, au bord de la rivière. C'est à s'y méprendre, quoi. C'est assez incroyable. Et j'étais moi-même en Chine il y a 2 semaines. Et j'ai interagi avec des robots chinois. C'est vraiment très impressionnant. C'est ce que tu nous décris, c'est en même temps SimCity avec les maires qui ont les stratégies de développement de leur ville, et Terminator qui arrive avec des robots qui pourront nous courir derrière. Ouais. Une autre annonce importante, plutôt plus qu'une annonce, c'est le déploiement international par la Chine de son équivalent Starlink, dont tu as fait part aussi. Alors c'est intéressant parce qu'on parlait de l'Inde, et le mois dernier,
Elon Musk a signé un accord pour que Starlink couvre l'Inde. Donc, il se développe quand même là aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Starlink? Est-ce qu'il est ce Starlink chinois? D'abord, comment il s'appelle? Est-ce qu'il est opérationnel? Et est-ce qu'il va concurrencer le Starlink d'Elon Musk réellement? Alors, déjà, pour parler un peu de Starlink, je ne sais pas si ça a été très médiatisé en France, mais je pense que c'est un des développements stratégiques majeurs du 21e siècle, parce que ce dont on parle, Starlink, c'est en fait l'Internet par satellite. Et qui dit Internet dit aussi le téléphone aujourd'hui, puisque on s'appelle par WhatsApp, on n'utilise plus les vrais téléphones. Donc, ce que ça veut dire à terme, c'est une entreprise privée américaine, Starlink, qui remplacerait tous les opérateurs nationaux. Donc, ça veut dire ce qui est quand même très très important comme développement stratégique et économique évidemment, puisque c'est quand même beaucoup d'argent. Si vous regardez votre facture internet et votre facture téléphone, tout le monde les paye. C'est quand même beaucoup d'argent dans l'économie d'un pays. Si le projet Starlink d'Elon Musk continue et se développe comme il le veut, tout l'argent que vous payez aujourd'hui à votre opérateur téléphonique, à votre opérateur Internet, ça irait dans les poches d'Elon Musk. Donc c'est ça le projet. Et les réseaux de communication, c'est parmi les infrastructures stratégiques les plus importantes pour un pays. Et d'ailleurs, on est en train de le voir en Ukraine, puisque Elon Musk, comme on a vu, a menacé d'arrêter Starlink, parce qu'ils utilisent Starlink pour les communications liées à la guerre. Elon Musk a dit, je ne sais plus ce que c'était le terme exact, je regarde ce que j'avais... Oui, donc il a dit que toute la ligne de front serait en collapse s'il arrêtait Starlink. Et à mon avis, il a raison. Il a raison, parce que il pourrait juste plus communiquer. Et la communication, c'est évidemment très important. Donc, il faut se poser la question au niveau stratégique. Est-ce qu'on veut ce genre de futur où on a Elon Musk qui remplace tous nos opérateurs téléphoniques, d'internet et tout nationaux, et deux, il a ce pouvoir sur nos communications, il peut les couper du jour au lendemain si, en tout cas, il peut faire ce genre de menace. Et aussi, évidemment, le pouvoir lié aux écoutes, il pourrait écouter ce qu'il veut, aussi... Et tout ça donne un levier géopolitique colossal, tu l'as dit pour l'Ukraine, mais pour tout un tas de pays qui sont toujours en développement, qui ont des difficultés d'accès à Internet, je sais pas, prenons le Mozambique par exemple, c'est un levier de contrôle d'un pays qui est absolument sidérant. Exactement. Et donc la Chine, ils ont vu ça très tôt, puisque dès 2020, tout en sachant que Starlink s'est lancé en 2019, ils ont inclus dans leur plan de développer leur propre version de Starlink, parce que pour eux aussi, ça aurait été un challenge stratégique énorme d'avoir, parce que les satellites, ils sont de partout, hein, ils sont même au-dessus de la Chine, enfin ils tournent autour du monde, quoi. Et donc s'ils n'avaient pas leur propre infrastructure autour de ça, il y aurait pu y avoir, même s'ils interdisaient Starlink dans leur pays, les Chinois auraient très bien pu se connecter à Starlink s'ils n'avaient pas d'alternative locale. Donc voilà, ils ont mis ça en place. Ils ont déjà lancé, je sais plus, je crois que Starlink, c'est autour de, que je dise pas de bêtises, de mémoire, c'est autour de 40 000 satellites déjà, donc c'est assez énorme. Et les Chinois, je crois qu'ils doivent être déjà autour de 20 000, enfin c'est cet ordre de grandeur-là. Et voilà, ils l'ont lancé en Chine, et récemment, ils ont annoncé qu'ils lançaient l'offre aussi à l'étranger.
ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'on peut faire entrer, d'un point de vue européen par exemple, on peut faire entrer en concurrence les Américains et les Chinois, et donc le levier de l'un ou de l'autre est moins important, puisque voilà, s'il y en a un qui commence à faire des menaces, on va vers l'autre. Mais en tant qu'Européens, on devrait quand même beaucoup se poser la question si on ne devrait pas avoir notre propre Starlink. On a une initiative européenne, je crois, qui s'appelle Iris 2, mais on est très lent. Il me semble que le service initial s'est attendu dans les années 2030. Donc, ouais, malheureusement, on est très loin derrière. Mais stratégiquement, c'est absolument crucial. Alors, un autre domaine crucial, dans un autre domaine crucial, enfin plusieurs même domaines, euh, la Chine a lancé un fonds colossal de 1 trillion de RMB, c'est-à-dire 150 millions, milliards, 140 milliards, 150 milliards d'euros pour l'IA, l'informatique quantique, la 6G, l'énergie hydrogène. C'est un peu une annonce à la Trump qui avait dit 500 milliards pour l'IA dès son premier jour à Washington. Mais ça a l'air assez concret du côté chinois. Oui, c'est en fait c'est le grand pivot de la Chine depuis quelques années, où il passe d'un modèle qui était basé sur l'immobilier beaucoup, l'immobilier, l'infrastructure et être l'atelier du monde, à un modèle où il monte en gamme en fait, et ça devient une puissance technologique, une puissance d'innovation. Donc voilà, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer leur croissance s'ils restaient l'atelier du monde tout le temps, puisque comme on le voit, il y a tout ce mouvement de démondialisation, où il y a beaucoup de pays qui veulent faire revenir l'industrie chez eux, donc ça ne pouvait pas continuer trop longtemps ce type de modèle. Et puis aussi l'immobilier, il y avait une bulle clairement, donc ils ont fait volontairement éclater la bulle pour arrêter cette partie-là de leur croissance, parce qu'ils voyaient que le plus la bulle allait grossir, le plus ça allait faire mal quand elle allait finalement exploser, puisqu'elles explosent tout le temps. Donc voilà, ça fait partie de cette stratégie-là. Ils investissent énormément dans la technologie, dans l'innovation, comme on peut voir avec ce fonds de 1 trillion de yuan. Je crois qu'aussi en plus de ça, le budget officiel chinois pour tout ce qui est recherche et développement a augmenté de 10% cette année. Et puis en plus de ça, évidemment, les boîtes chinoises elles-mêmes investissent énormément dans le développement, dans la recherche. Il y a des boîtes comme Huawei ou BYD qui ont des armées absolument colossales de chercheurs, de doctorants qui bossent. Donc, ouais, ils mettent le paquet là-dessus, et ça porte ses fruits, comme on voit avec l'IA, par exemple, les derniers développements avec DeepSeek. Il y a eu plein d'annonces récemment autour de la recherche sur le cancer. Ils ont lancé des nouveaux médicaments révolutionnaires. Voilà, il y a eu une étude qui a été faite par un institut stratégique australien qui regardait les 64 technologies du futur. Et sur ces 64 technologies, la Chine est en avance par rapport aux États-Unis sur 59. Donc on voit vraiment qu'il y a un effort très important qui est fait autour de ça. C'est toute la menace dont parlait J.D. Vance, que nous avons évoqué tout à l'heure. Exactement. Ouais, exactement.
Alors, on te garde encore un tout petit peu pour parler de choses un peu désagréables entre les relations, on peut dire, entre la Chine et la France. Euh, je voulais évoquer cette émission de Cash Investigation sur France Télévisions, qui a été dénoncée par la Chine comme étant forgée, c'est la pure fabrication, où on a eu des fausses traductions, des modifications d'images, voire des manipulations d'enfants, pour parler. Le sujet, c'était le travail forcé des Ouïghours. Alors, on sait qu'ici, les Ouïghours, ça fonctionne comme répulsif anti-chinois, en tout cas dans les médias. Son principal vecteur est l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui défend les Ouïghours, qui parle tout le temps du génocide des Ouïghours, un génocide un peu étrange, donc il y a assez peu de traces finalement. Et donc on a cette émission complètement forgée. Qu'est-ce que tu en penses? Comment c'est vécu en Chine ce genre de propagande qui dirait de la propagande de la vieille guerre guerre froide. C'est très ancien comme méthode. Ouais. Alors cette émission a eu a fait énormément de bruit en Chine. D'ailleurs, j'ai pas mémoire d'émissions françaises qui ont fait tant parler en Chine, mais pas en bien. Ça, je peux te le dire. C'est fou, d'accord. Parce qu'effectivement, ils sont allés très 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 loin dans la propagande, quoi. C'est même absolument incroyable. Donc, c'était une émission sur Decathlon où voilà, ils voulaient prouver en gros que Decathlon utilisait le travail forcé des Ouïghours. Et donc, ils sont allés chez un fournisseur de Decathlon dans la province du Shandong, où donc c'est 2 journalistes françaises, 2 femmes qui se sont fait passer pour des blogueuses de voyage. Voilà, elles voyageaient en Chine, c'était leur alibi. Et pour entrer dans l'usine du Shandong, elles ont prétexté qu'elles voulaient aller aux toilettes. Et donc le garde de l'usine, voilà, sympa, dit ouais, y a pas de souci, rentrez, utilisez nos toilettes. Et ensuite, voilà, elles ont visité l'usine, elles ont tourné autour en caméra cachée, mais elles n'ont pas trouvé de Ouïghours. Manque de peau. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce qu'elles ont trouvé les toilettes, par contre? Oui, elles ont trouvé les toilettes. Et une autre chose qu'elles ont trouvé, c'est qu'elles ont trouvé, il y avait une jeune fille de 12 ans. Et donc, elles lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Et la fille a répondu en chinois. Elle a répondu, c'est les vacances, j'ai rien à faire, j'attends ma maman qui travaille ici. Et les journalistes chinoises ont changé la traduction pour lui faire dire je travaille ici, en gros. Et lui ont fait elles l'ont manipulée pour la faire s'asseoir et faire semblant de travailler devant elle sur la caméra pour montrer aux téléspectateurs dans l'émission voilà, les enfants travaillent ici. Mais tout le monde qui parle chinois peut comprendre le chinois derrière et voir ce que l'enfant a vraiment dit. Donc ça c'était basé sur le fait que évidemment les téléspectateurs de Cash Investigation français ne comprennent pas le chinois, quoi. Donc ils se basent seulement sur la traduction. Mais c'est déjà régulièrement fait sur le russe. Moi, je parle le russe et régulièrement on a des traductions de choses. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Complètement ça m'étonne pas. À côté de la plaque, c'est assez étonnant. Ouais, mais leur narratif principal c'était sur les Ouïghours, donc ils ont pas trouvé de Ouïghours. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur le compte, je sais pas si c'était Weibo, enfin le compte social de l'entreprise, et ils ont trouvé une vieille vidéo de recrutement où il y avait une femme qui vantait les mérites de l'entreprise, venait travailler pour nous et tout. Et la femme disait, on a
certains avantages. On paye le temps supplémentaire. Ce qui en chinois est manxinjiang. Les heures sup, quoi. Ouais, les heures sup. Attends, je retrouve le terme exact. Non, ça c'était pas les heures sup, c'était on donne de l'argent en plus si vous n'avez pas de congé maladie, en gros. Ce qui se fait beaucoup en Chine, donc c'est le full attendance bonus. Donc c'est si vous venez travailler tous les jours sans avoir de congé maladie, à la fin du mois vous avez un bonus pour ça parce que vous êtes venu travailler tous les jours. En plus de votre salaire, vous avez un bonus. Et en chinois, ça se dit manxinjiang. Mais les journalistes ont traduit ça en Xinjiang, qui est la province chinoise d'où viennent les Ouïghours. Et c'est évidemment, à l'oreille, ça paraît très similaire. Mais c'est des termes c'est grotesque, mon Dieu. Ouais, c'est des termes complètement différents. Les caractères chinois sont différents. Et ils lui ont fait dire à cette dame qu'on recrute des Ouïghours du Xinjiang, en gros. Donc de la manipulation grossière, quoi. Et le narratif, c'était voilà, le fait qu'ils recrutent des gens du Xinjiang veut forcément dire, parce qu'on sait très bien que tous les Ouïghours, ça peut être que du travail forcé, qui est le narratif occidental typique. Ça veut dire, voilà, on a démontré qu'ils ont du travail forcé, et voilà. Ouais, donc vraiment. Donc très mal vécu en Chine. Oui, parce que les Chinois évidemment parlent le chinois, donc il y a eu plein de blogueurs chinois qui ont montré la vidéo de la personne qui parlait, la vidéo originale, ils ont montré les traductions françaises à côté, et tout le monde était, mais ce niveau de manipulation est quand même absolument irréel, quoi. Ouais, moi je suis assez triste qu'elles aient fait ça, puisque je voyage beaucoup en Chine, et ça donne évidemment une très mauvaise image de la France, et elles se sont déguisées en blogueuses de voyage. Et moi, souvent, quand je voyage en Chine, je fais du blogging de voyage en direct sur X. Donc, évidemment, ça crée la suspicion par rapport aux gens qui sont des vrais voyageurs français qui font du blogging de voyage normal, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment honteux, quoi. C'est pas des journalistes, ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du journalisme. Et en dehors du cas particulier de cette émission de Cache Investigation, ça montre un peu en fait, d'une certaine manière, l'enfermement européen. Au début, je disais d'une manière complètement eurocentrée de voir le monde, et c'en est une illustration par l'absurde, en fait. Alors, le temps est compté, malheureusement, je crois. On aurait pu parler du soft power culturel chinois, on le fera peut-être une autre fois. Mais pour aller dans ce sens, ce qui est intéressant, qui montre en fait, la mise en... C'est le ministre des Affaires étrangères de Singapour qui disait l'Europe est en queue de comète géopolitique, une sorte de périphérisation de l'Europe, alors qu'elle était le centre du monde géopolitique pendant des siècles. C'est le cas de Mixue, si je prononce pas trop mal. Mixue, je prononçais donc très mal. Mixue, qui est une... c'est quoi? C'est un sort de fast-food asiatique, mais qui est partout dans le monde, sauf en Europe. Et aux États-Unis, sauf en Occident. Ouais. Donc, ça, c'est une nouvelle, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de Français qui le savent. La plus grande chaîne de restauration rapide au monde, c'est Mixue. C'est la plus grande au monde, c'est-à-dire Elba, McDonald's, tout ça. Ouais. 45 000 établissements, avec zéro présence en Occident. Et oui, comme tu disais, ça illustre le phénomène de périphérisation croissante de l'Occident, où on voit des géants économiques comme ça qui apparaissent,
dont ils n'ont jamais entendu parler parce que voilà, ils sont à la périphérie, quoi. Et c'est l'expérience que le reste du monde a eue pendant très longtemps. On voit, ouais, C'est clair. Parce que j'imagine que Michoué est connu en Afrique. J'imagine, je sais pas, j'ai pas regardé leur présence africaine. Je sais qu'ils sont de partout en Asie. Là, je suis à Kuala Lumpur, ils sont absolument de partout. Et je les ai vus en Indonésie aussi, donc ils sont très très présents en Asie, évidemment en Chine, de partout aussi. En Afrique, je sais pas, il faudrait vérifier. En tout cas, c'est un exemple, petit exemple, enfin, petit gros exemple très marquant de cette déconnexion entre l'Europe, la France et de plus en plus le reste du monde. Mais écoute, en tout cas, Arnaud, merci beaucoup de nous aider à nous reconnecter à cette partie du monde. C'est très très apprécié. Je pense que tes vidéos vont monter de plus en plus sur Fréquence Populaire, parce que peut-être même la première qu'on avait fait un peu comme ça, elle a pas trop mal tourné justement. Il y aura bien sûr la version en anglais, car tu es très très suivi. Faut-il le rappeler sur X pour tes analyses et tout ce que tu fais découvrir, hein, les voyages, la technologie, le rapport au monde et spécifiquement de la Chine. Donc je te remercie encore pour tout ça. Merci à toi, un plaisir comme d'habitude. Et puis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cet entretien, cette interview d'Arnaud, n'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait, de commenter, on a besoin de vos commentaires, voir où est-ce que vous voudrez qu'on aille sur les questions relatives à la Chine, parce que c'est encore une fois très très mal connu en France, c'est assez étonnant depuis le temps. Pourtant, le général de Gaulle avait initié un des premiers les relations officielles avec la Chine moderne. C'est là aussi on a pris du retard alors qu'on avait de l'avance, c'est dommage. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur YouTube, sur Telegram, sur TikTok. Comme ça, on ne dépend d'aucune puissance géopolitique et on est un peu partout. Voilà. Merci et merci à vous. Merci à toi, Arnaud. Merci, Georges.